Voilà, cette présentation vise à vous donner les essentiels, les bases sur les mutilations génitales féminines et ça s'inscrit dans la formation sur la trajectoire pour les mutilations génitales féminines. Donc, nous allons passer en revue la définition, les différents types de mutilations génitales féminines, l'importance du problème dans le monde, en Belgique. On expliquera comment la pratique se fait, par qui, à quel âge, pour quelles raisons, quelles sont les conséquences pour la santé et on verra aussi les aspects juridiques. Donc, la définition des mutilations génitales, elle nous vient de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Et si on regarde la date, on voit qu'elle date de 1997, donc c'est en fait assez récent, alors que les mutilations génitales féminines sont en fait très très anciennes. On retrouve des traces 2 ou 3 000 ans avant Jésus-Christ. Et ce qui est important dans la définition, c'est que c'est le fait de couper une partie ou la totalité des organes génitaux de la petite fille ou de la femme pour des raisons culturelles et non pour des raisons médicales. L'Organisation mondiale de la santé va classifier les différents types de mutilations génitales en 4 grands types. Du type 1 à 3 qu'on va passer en revue, c'est un gradient en fonction de ce qui a été coupé, ce qui a été excisé. Et le type 4, ce sont toutes les pratiques non classées. Donc je vais vous montrer des images, des photos. À chaque fois, vous aurez à gauche en rouge la partie qui a été excisée, coupée, et à droite la partie qui a été cicatrisée. Donc dans le type 1, on parle de clitoridectomie puisque c'est le capuchon ou l'extrémité du clitoris qui a été coupée. Je vais aussi vous montrer avec le bassin ce que ça donne. Voilà, donc ici vous avez l'anatomie d'une femme intacte. Donc on voit ici le clitoris, le capuchon du clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres. Donc ici, une dame qui n'a pas été excisée. Dans le type 1, la clitoridectomie, on va avoir le capuchon ou l'extrémité du clitoris qui va être coupée. Les petites lèvres sont toujours intactes. Une fois que la cicatrisation est faite, comme on peut voir sur le dessin de droite, la cicatrice peut être petite et peut être ratée même par des gens de la santé, des sages-femmes, des pédiatres, des gynécologues, ratent en fait ce type d'excision s'ils ne sont pas sensibilisés. Le type 2, c'est la forme de mutilation génitale la plus répandue de par le monde. Donc vous voyez qu'ici, on a coupé non seulement l'extrémité du clitoris, le gland du clitoris, mais aussi les petites lèvres. La cicatrisation ici donne une cicatrice de 2 ou 3 cm au-dessus du méa urinaire. Donc c'est, je pense, assez difficile de passer à côté, voilà, quand on fait un bon examen de la vulve. Alors je vais vous montrer de nouveau avec le mannequin. Donc vous voyez ici, par rapport à, si vous vous souvenez, le premier modèle que je vous ai montré, on voit bien la différence. Ici, le clitoris a été coupé, les petites lèvres, et donc on va avoir une réduction de l'ouverture vaginale. L'accouchement va toujours être possible, mais avec des risques de déchirure. On voit sur le dessin de droite que le méa urinaire, par là où on fait pipi, est toujours visible. Il arrive que chez certaines femmes, la cicatrice va descendre et va cacher le méa urinaire et peut entraîner des problèmes au moment d'uriner. Ce type de mutilation génitale, c'est le plus fréquent de par le monde. Il représente environ 85% de toutes les formes, tous les types de mutilation génitale féminine. Le type 3, comme vous voyez, c'est le type le plus sévère, même si tout ce que je vous présente sont des mutilations génitales féminines. Le type 3, le clitoris a été coupé, les petites lèvres et les grandes lèvres ont été mises à vif pour être cousues. Ici, avec du gros fil. Parfois, en Somalie, on coud aussi avec des épines d'acacia. Et vous voyez le tout petit orifice qui est laissé pour le sang des règles et les urines. Donc, de nouveau, je reprends le mannequin. Et vous voyez, donc même quand on n'est pas du domaine médical, si on n'est pas médecin, sage-femme, infirmière, on imagine les problèmes à l'accouchement et dans la vie de tous les jours juste pour faire pipi ou quand on a ses règles. Donc le sexe est complètement cousu, on a un tout petit orifice qui est laissé. Parfois cet orifice se bouche et c'est d'ailleurs une cause de problème pour la santé. Et vous imaginez aussi la première nuit de noces
l'homme en fait doit forcer sa femme et parfois il doit faire appel à l'exciseuse parce qu'il n'y arrive pas. Le type 4, comme je vous disais, c'est un peu toutes les pratiques qui ne se reprennent pas dans le type 1, 2, 3, c'est toutes les pratiques non classées. On va retrouver certaines pratiques où on va plutôt étirer les petites lèvres, comme dans la région des Grands Lacs, par exemple, au Rwanda, au Burundi. On a d'autres pratiques qui vont être ce qu'on appelle en anglais le pricking, donc juste de piquer sur le capuchon du clitoris. Ou alors l'incision, on va faire une petite incision sur la tête du clitoris, on va faire une petite incision qui va être quasi invisible. On sait qu'en Guinée, ça se pratique beaucoup, où des mamans qui ont eu conscience que l'excision était dangereuse pour la santé, mais qui n'arrivaient pas à lutter contre la pression familiale, ont demandé à certaines exciseuses de faire une toute petite incision pour qu'il y ait du sang qui coule et donner l'impression qu'on a fait un type 2 d'excision, alors qu'ensuite, à la cicatrisation, ce sera presque quasi invisible. Alors, où se pratiquent les mutilations génitales féminines? Un des outils les plus importants, c'est la carte. On va voir sur la carte du monde que finalement, ce n'est pas que l'Afrique subsaharienne. Souvent, on a tendance à croire que l'excision, c'est un problème africain. Or, maintenant, on se rend compte, si vous voyez la carte, que évidemment, on a toute la zone d'Afrique subsaharienne, mais on a aussi l'Asie qui est touchée avec l'Indonésie, où plus de 50% des petites filles sont excisées en Indonésie. On a aussi au Moyen-Orient, on a en Irak, au nord de l'Irak, dans les populations kurdes, où on retrouve aussi un fort pourcentage d'excision. Donc les pays ne sont pas égaux face à la pratique. Les pays en rouge sont des pays à forte prévalence, où on est à plus de 3/4 des femmes ou des filles excisées. Et il y a des pays où on a des prévalences beaucoup plus faibles. Donc le plus grand déterminant pour l'excision, ça va être en fait les ethnies plutôt que les pays. Donc il y a certaines ethnies qui vont pratiquer et pas d'autres. Ça sera important pour la suite aussi à se rappeler. Alors dans le monde, on estime que c'est 200 millions de filles et de femmes qui sont déjà excisées, c'est énorme, et que la moitié des femmes excisées de par le monde se retrouvent dans 3 pays essentiellement, donc l'Égypte, l'Éthiopie et l'Indonésie. Et que chaque année, c'est 3 millions de petites filles qui sont à risque, donc ce n'est pas rien. En Belgique, on vient de terminer une nouvelle étude qui montre que 17 000 femmes et filles excisées vivent sur le territoire en Belgique et 8 000 petites filles sont à risque. Donc les 8 000 petites filles sont principalement des petites filles nées en Belgique de mamans excisées ou des petites filles arrivées très jeunes sur notre territoire avant l'âge de l'excision. Donc au sein du réseau d'accueil, donc dans les structures d'accueil de demandeurs d'asile, que ce soit en individuel ou dans les centres collectifs, grâce à l'étude, on a pu savoir qu'au 31 décembre 2016, on estimait à 1155 filles et femmes excisées qui étaient accueillies dans le réseau d'accueil. Et entre autres, les populations les plus concernées, les 5 pays les plus fréquents étaient Somalie, Guinée, Irak, Érythrée et Djibouti. Et ce qui est important à voir, c'est que dans ces 5 pays, on a la Somalie, l'Érythrée et la Djibouti, où en fait on a des femmes qui présentent l'excision de type 3, infibulation, où il y aura des besoins spécifiques au niveau médical, d'où l'importance des formations. Alors, qui pratique les mutilations génitales féminines? Dans les pays où cela se pratique, en général, ce sont des vieilles femmes, des accoucheuses traditionnelles. Il n'y a pas d'école pour... on ne va pas à l'école pour apprendre à être exciseuse. C'est souvent un passage même de mère en fille. Il y a des castes au Sénégal, les forgerons, où la mère va donner le couteau à sa fille et va l'initier. Dans certains pays, comme en Égypte ou au Nigeria, ce sont des barbiers, des hommes, parce qu'ils ont les lames pour raser qui vont couper, moyennant paiement. Et puis, quelque chose qui nous inquiète particulièrement, c'est la médicalisation de l'excision. Donc, l'Égypte est un des pays où il y a le plus de médicalisation de l'excision, mais il y a d'autres pays comme le Kenya et la Guinée qui sont en train de suivre l'Égypte. Mais en Égypte, 3/4 des excisions des filles sont faites par des médecins. Donc ça nous inquiète vraiment.
La stratégie de médicaliser l'excision n'a jamais été une stratégie pour arrêter l'excision, parce qu'en Égypte, on est à plus de 90% de filles qui sont excisées et de femmes, donc on voit bien que ça ne marche pas. Et l'OMS est vraiment contre la médicalisation, parce que ça, c'est des questions qu'on a souvent des médecins. Alors en Europe, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'en France, un pays voisin à la Belgique, il y a déjà eu plusieurs cas de procès pour des excisions faites en banlieue parisienne. Donc des exciseuses ont migré en même temps que le reste de leur communauté et ont pratiqué en France. En Belgique, on n'a pas encore la preuve, mais on pourrait aussi avoir un jour la preuve que de l'excision se fait en Belgique. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que des petites filles ont été envoyées en juillet et en août pendant les vacances dans leur pays d'origine pour être excisées. Donc on a eu plusieurs témoignages de médecins dans ce sens. Alors à quel âge l'excision se pratique? Il n'y a plus vraiment d'âge. Il y avait une époque où en fait l'excision était vraiment un rite d'initiation et les petites avaient été en prépubère, elles étaient emmenées dans la forêt sacrée, on les initiait pour être des futures épouses, on leur apprenait plein de choses et maintenant on se rend compte que c'est devenu plutôt un rite identitaire plutôt qu'initiatique, donc il faut être coupé pour faire partie du groupe. Et alors, quel que soit l'âge, le plus important, c'est d'être excisé, c'est d'être coupé. Donc moi, j'ai vu dans mes consultations des bébés excisés et j'ai vu des femmes excisées très tardivement. Donc je me souviens d'une patiente sénégalaise qui avait été excisée à 21 ans au moment du mariage, puisque sa belle famille s'était rendue compte qu'elle était toujours intacte et la considérait comme impure. Donc comment c'est pratiqué? C'est pratiqué la plupart du temps sans anesthésie. La petite fille, elle est prise par surprise, elle est prise par ses proches. Donc ça, souvent, c'est quelque chose dont elle se souvient bien, qu'il y a 4 ou 5 grosses femmes qui se sont assises sur elle, qui lui ont écartelé les bras, les jambes. Donc vraiment, c'est très traumatique. On va prendre tout ce qui va couper, donc chez certaines communautés c'est des couteaux, chez d'autres c'est la lame de rasoir, un bout de verre, et pour l'infibulation, quand il faut recoudre, ça dure encore plus longtemps, 15 à 20 minutes, et puis on va appliquer sur la plaie des cendres, de la terre, des cataplasmes qu'on a fait localement pour stopper l'hémorragie, avec tout le risque infectieux qu'on peut imaginer. Donc justement, au niveau des risques infectieux, quelles sont les complications immédiates? On a 2 types de complications, au moment même où on fait l'excision et puis après à long terme. Donc les complications immédiates, c'est vraiment l'hémorragie et les petites filles peuvent mourir d'hémorragie parce que c'est une zone très vascularisée, il y a beaucoup de vaisseaux et des petites filles peuvent vraiment se vider de leur sang en quelques heures et mourir. Il y a le risque infectieux, on en a parlé, soit parce que parfois c'est fait à même le sol, c'est fait avec des instruments non stériles. Et si on met en plus des cataplasmes faits localement, on peut avoir le risque infectieux. C'est une douleur très très intense. Je vous invite à lire des romans, des biographies de jeunes femmes et femmes qui ont été excisées, comme Waris Dirie, Fleur du désert. On a aussi Mutilé de Kadi Koïta, On m'a volé mon enfance de Diarra Touba. Il y a beaucoup de femmes qui ont raconté par quoi elles sont passées. Et si vous lisez leur biographie, vous voyez que la plupart ont perdu connaissance à cause de cette douleur très très intense où elles ont pensé mourir. La rétention d'urine, parce que ça fait tellement mal que ça brûle que les petites se retiennent, et aussi parce qu'au moment de l'infibulation, souvent on va serrer avec une corde, on va serrer les jambes de la jeune fille et pendant 3 semaines on va la laisser les jambes serrées avec la corde et elle va devoir uriner sur elle et souvent c'est pas facile et c'est pour ça qu'il y a une rétention d'urine. Quand la petite se débat, on peut blesser des organes voisins, on peut blesser l'anus, l'urètre et donc on peut avoir d'autres problèmes, des fuites urinaires, des fistules suite à la mutilation génitale féminine. Un des risques aussi, c'est la transmission du VIH ou de l'hépatite B ou l'hépatite C, donc des maladies hématogènes, parce que dans certaines communautés, on va faire l'excision en groupe. Donc si vous voyez plutôt en Tanzanie, au Kenya, on peut des fois avoir un groupe de 50 filles qui sont excisées le même jour et alors l'exciseuse, elle va prendre sa lame de rasoir et elle va juste, voilà, sur un bout de tissu, essuyer la lame ou le couteau et elle va faire chaque fille une par une. Donc on imagine le risque infectieux. Donc maintenant, par rapport aux complications à long terme,
Elles vont varier aussi en fonction des types. Et on peut imaginer, je vous rappelle, pour l'infibulation, quand le sexe est complètement fermé, on va avoir l'urine et le sang qui vont stagner derrière la cicatrice et ça va entraîner des infections. Déjà des douleurs en urinant, mais aussi il y a un gros risque infectieux. Il y a aussi le risque, même dans le cas du type 1 ou du type 2 d'excision, que après l'excision, ça ne cicatrise pas bien, qui est la formation d'abcès, qui est la formation de kystes, d'inclusion dermique qu'on devra opérer. Donc il y a beaucoup de conséquences qui peuvent être possibles. On ne veut pas dire que forcément toutes les femmes auront toute la liste de conséquences, mais peuvent en avoir une, deux, voire trois. Il y a les douleurs pendant les rapports sexuels, donc surtout en cas d'infibulation, chaque rapport sexuel va être douloureux, va entraîner des déchirures, mais il faut ajouter aussi à ça le mariage forcé. Donc quand en plus vous avez la douleur physique de l'excision, plus le fait que vous n'avez aucun désir pour votre partenaire parce que ça a été un mariage forcé, il y a beaucoup de femmes qui en fait ont été violées toute leur vie à partir du jour où elles ont été mariées. Elles n'ont pas choisi leur mari, elles ont été excisées et donc les rapports sexuels pour eux c'est juste de la violence, il n'y a jamais de plaisir ou de désir. Il y a les problèmes aussi à l'accouchement. Donc lors de l'accouchement on peut avoir plus de risques de déchirure et de travail bloqué en particulier en cas d'infibulation. Voilà, je vous ai remis sur cette image les conséquences qu'on peut avoir par rapport à l'infibulation. Donc on voit sur le dessin de droite la vessie qui est très dilatée parce que l'urine est déviée à cause de la cicatrice de l'infibulation. Donc c'est des femmes qui peuvent mettre des fois 15 minutes à uriner parce qu'elles vont devoir s'appuyer sur le bas-ventre pour que l'urine sorte petit à petit. Et puis sur l'image de gauche, vous voyez que tout le sang des règles peut être collecté dans le vagin. Ça va entraîner des pesanteurs pelviennes, parfois des vomissements, parce que là encore le sang pendant les règles ne peut pas sortir. Et le sang va sortir. Le sang va être noirâtre et pas rouge parce qu'il va stagner dans le vagin. Et c'est des femmes qui pourront vous dire en consultation Madame, mes règles elles durent 10 jours ou 15 jours. En fait, elles saignent pendant 5 jours, mais le temps que tout le sang s'écoule, ça va durer plus longtemps. Vous voyez sur ce dessin également le risque à l'accouchement de déchirure puisque les tissus sont cicatriciels. Au moment de la sortie du bébé, le périnée ne va pas bien se détendre et il y a un gros risque de déchirure si on ne fait rien. Donc justement, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux femmes qui ont été excisées et par rapport aux femmes infibulées? Donc en particulier pour l'infibulation, quand l'infibulation est très très serrée et qu'elle entraîne des douleurs trop importantes pour uriner ou pendant les règles, on peut proposer la désinfibulation. Donc vous voyez ici un petit schéma qui vous montre comment on peut désinfibuler pour en fait libérer la vulve. Ici, on ne parle pas de reconstruction du clitoris, on parle de juste ouvrir sur la cicatrice pour donner un espace plus grand au niveau vulvaire. Donc, quelles sont les indications de la désinfibulation? C'est très très important ce passage-là, puisque en ce moment, dans le réseau d'accueil, on a plus de 400 femmes somaliennes et 97-98% des femmes somaliennes sont infibulées. Donc si en face de vous, lors d'une consultation, vous avez une dame somalienne qui est arrivée adulte, demandeuse d'asile, vous pouvez être quasi sûr qu'elle est infibulée. Et ça nécessite évidemment un contrôle au niveau médical, mais dès que vous avez le diagnostic de l'infibulation, vous pouvez, à l'aide du service médical et du médecin qui l'a examiné, proposer la désinfibulation qui va la soulager. Donc c'est une opération qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle peut se faire aussi pendant la grossesse. Ça c'est peu connu, mais au lieu d'attendre au moment de l'accouchement, au risque de tomber sur une équipe qui ne sait pas comment pratiquer la désinfibulation au moment de l'accouchement, on peut proposer d'ouvrir la cicatrice sous anesthésie au moment du 2e trimestre. L'avantage, c'est que on le fait de manière non urgente, on a le temps de bien expliquer ce qui va se passer, ça va déjà soulager la femme pour uriner pendant sa grossesse, il y aura moins de douleur pendant les touchés vaginaux et elle va accoucher
comme ça en toute sécurité pour éviter des césariennes. Parce que même en Belgique, on a des médecins qui font des césariennes par méconnaissance de la désinfibulation. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous vous adressez une femme à un médecin et vous voyez qu'il ne propose pas la désinfibulation alors qu'elle est enceinte, vous pouvez demander conseil dans un centre d'expertise comme C'est ma vie, par exemple. Donc la cicatrisation après une désinfibulation se fait très très bien, ça cicatrise très très bien, ça ne nécessite pas une hospitalisation, sauf si la femme habite très très loin et que vous préférez qu'elle passe une nuit à l'hôpital, elle peut retourner le soir dans le centre. C'est important de bien préparer avec elle cette opération, ça va entraîner un changement dans son corps, c'est-à-dire qu'avant, elle faisait pipi en 10-15 minutes, elle ne faisait pas de bruit quand elle urinait. Ensuite, elle va faire pipi en quelques secondes. Quand elle aura ses premières règles, ce sera du sang rouge, ça peut l'inquiéter. Donc tout ça, c'est important de bien expliquer à la femme. Et parfois, il y a une pression sociale, même dans les centres de demandeurs d'asile, où le reste de la communauté somalienne peut demander « Qu'est-ce que tu es allé faire à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Est-ce qu'on t'a ouverte ?» Donc ça nécessite de la part du service médical voilà, vraiment une confidentialité, même quand on donne un dépliant du centre C'est ma vie, par exemple, à Bruxelles, ou alors qu'on l'adresse au CHU La Citadelle à Liège pour une désinfibulation. Ça entraîne beaucoup, voilà, il faut garder ça vraiment en confidence avec la femme parce qu'elle peut subir des pressions de la part de sa communauté. Quelles sont les conséquences psychologiques? On en parle très peu, hein. Souvent, voilà, on va faire un focus sur les complications médicales. Or, il y a aussi des conséquences psychologiques pour les femmes excisées. Comme pour les conséquences physiques, elles se séparent en deux. On a les conséquences immédiates sur le moment même et les conséquences à long terme. Les conséquences immédiates, on va avoir tout un, je dirais, un terrain pour le stress post-traumatique. C'est-à-dire que la petite fille, elle est prise par surprise. Il y a un moment d'horreur, de sidération, d'effroi. Elle ne comprend pas. Parfois, on va lui mentir. On va lui dire « Lève-toi à 5 heures demain, mets ta belle robe, prends une douche, lave-toi bien, on va à un mariage, on va à une fête, on va au cinéma. » Et si vous entendez les récits des filles, la plupart, on ne leur a pas dit parce que je pense qu'elles seraient parties. Donc, on les prend par surprise. Donc, il y a cette peur. La veille, leur maman était leur amie, leur confidente, leur protectrice. Et le même jour, le lendemain matin, la maman est celle qui vous conduit chez la bouchère, chez la dame qui va vous couper. Et ça, c'est très, très dur. Il y a des angoisses de mort. On a des témoignages de femmes qui le disent texto. Je pensais mourir. J'ai vu la mort. Ce jour-là, les secondes m'ont semblé des heures tellement ça faisait mal. Et il y a des petites filles à ce moment-là qui vont déjà avoir une dissociation, un clivage. C'est-à-dire, elles racontent très bien qu'elles sortent de leur corps et elles vont voir l'exciseuse couper. Elle dit « Je me voyais, je ne pouvais pas hurler, je ne pouvais pas crier, j'avais mal, mais j'étais comme tétanisée. » Et on a la même chose dans le cas des violences sexuelles. Une jeune femme qui est violée, et c'est pris après par du consentement, malheureusement, souvent elle est tellement pétrifiée, tétanisée qu'elle n'a aucun son qui sort de sa bouche. Et après on va dire elle était consentante parce qu'elle n'a rien dit. Et c'est la même chose pour l'excision. Il y a des filles qui ont tellement mal, qui sont tellement terrorisées qu'il y a que, voilà, elles n'ont plus la force de crier. Donc ça, ce sont les conséquences immédiates qui vont conduire, en fait, les conditions de l'excision vont conduire à long terme à un syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est des femmes qui peuvent avoir une réviviscence en fait de leur mémoire traumatique par une odeur, par une couleur. Vous pouvez avoir sur la table une paire de ciseaux et parce qu'elles ont été coupées avec une paire de ciseaux, elles vont être de nouveau dissociées. Elles vont se retrouver le jour de leur excision comme si elles avaient 7 ans et elles revoient toute la scène. Et là, j'insiste aussi, c'est très important, sur la manière dont on fait un examen physique pour un gynécologue ou une sage-femme. Quand la dame va monter sur la table d'examen gynéco, parfois c'est sa première fois de se remettre dans cette position sur le dos où elle va devoir écarter les jambes et que quelqu'un va être entre ses deux cuisses en train de regarder son sexe. Et même si là, le gynéco, la sage-femme n'est pas l'exciseuse, elle, dans cette position-là, il suffit que le médecin appuie un tout petit peu trop fort sur les cuisses pour aider, parce que la dame a peur, elle tremble, et que vous faites comme ça, allez madame, voilà, on est un peu pressé, dépêchez-vous, et que vous êtes un peu trop brusque.
elle peut de nouveau se dissocier. Et j'insiste parce que parfois c'est mal interprété. C'est interprété, ah mais arrêtez votre cinéma, qu'est-ce que vous faites? Alors qu'en fait la dame, c'est sa mémoire traumatique qui est en train de, voilà, de nouveau flamber. Et donc c'est vraiment important de la ramener dans le moment présent. Et de lui dire, on est là, on est à Bruxelles, on est à Liège, on est dans un cabinet médical, vous êtes en sécurité, pour la ramener au moment présent, parce qu'elle repart le jour de son excision. Quand on voit aussi une femme excisée pour la première fois, on conseille souvent au gynécologue, à la sage-femme, de bloquer le temps de 2 consultations dans son agenda, parce que c'est des dames qui ont besoin de temps, elles ont peur, elles sont pudiques, elles se demandent ce qu'on va leur faire. Hein, souvent, elles ont les jambes qui tremblent. Voilà, donc ça demande vraiment beaucoup voilà, d'attention, de prendre du temps. Et le premier rendez-vous est très important pour redonner confiance. Si ça se passe mal, hein, si vous êtes trop brusque, elle ne voudra plus revenir vous voir. Donc c'est vraiment important de prendre ce temps-là, cette confiance qu'elle a en vous. Au niveau des conséquences à long terme, c'est toujours aussi difficile de voir qu'est-ce qui est la conséquence de l'excision même, qu'est-ce qui est la conséquence du mariage forcé. Comme souvent les jeunes filles ont vécu les deux à quelques années d'intervalle, le fait que certaines ont été battues régulièrement dans le cadre du mariage, qu'elles ont subi des viols, même si c'est dans le cadre du mariage, quand on ne choisit pas d'avoir un rapport sexuel, c'est un viol. Elles ont tellement voilà, un affaiblissement, une perte de l'estime de soi que c'est difficile et c'est peu important finalement de savoir est-ce que c'est 20% l'excision, 80% le mariage forcé. On essaye de prendre la femme dans sa globalité. Et il faut comprendre une femme qui vient de Guinée, de Somalie, où on lui disait là-bas, en tant que femme excisée, tu es normale, tu es complète. On utilise même l'expression tu es complète. Quand une femme est excisée, elle arrive ici et elle peut se retrouver avec des médecins qui lui disent « mais qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est barbare et ça ne va pas, vous n'êtes plus une femme » ou d'entendre ça d'autres, des fois résidentes dans un centre. C'est très très dur. Donc il faut se mettre à la place de cette femme qui est dans un chamboulement. Alors je vous parlais tout à l'heure des centres de référence. Il y a 2 grands centres en Belgique qui sont accrédités par la Sécurité sociale, par l'INAMI-RISIF, où on propose des soins multidisciplinaires entièrement pris en charge. Donc c'est le CHU Saint-Pierre avec l'unité C'est ma vie, c'est le centre médical d'aide aux victimes de l'excision, et puis l'UZ de Gand, la Vrouwen Clinic, qui offre le même service. Donc dans cette équipe, vous avez à la fois une sexologue, un gynécologue, une psychologue et une sage-femme pour offrir des soins de qualité et globaux. Les dames demandeuses d'asile peuvent bénéficier de ces consultations avec un réquisitoire et pour les femmes qui ont une mutuelle, c'est remboursé totalement par la mutuelle. Il y a d'autres centres qui offrent aussi un accompagnement. Donc, entre autres, les centres de planning, beaucoup ont été formés déjà à la problématique, peuvent également faire des certificats médicaux d'excision, de non-excision et fournir des soins. Au niveau psychologique, on a des services comme Ulysse, Womendo ou Exil. Et puis, on a bien sûr les associations spécialisées sur les mutilations génitales féminines comme GAMS et Intact. Donc, GAMS Belgique, c'est une association qui a été créée il y a déjà plus de 20 ans, en 1996, par une dame activiste sénégalaise, Kadidiatou Diallo. Et ses principales missions sont la prévention, donc il y a tout un travail qui est fait au niveau des communautés, et que ce soit avec les femmes, les hommes, les jeunes, donc on essaye vraiment de toucher tout le monde. Il y a aussi l'accompagnement des femmes déjà excisées, donc un accompagnement individuel, psychosocial, mais aussi des ateliers en groupe. Donc beaucoup d'ateliers sont proposés. Là encore, ça va des femmes enceintes jusqu'aux enfants avec des bébés, des troubles de l'attachement, aux ados, aux femmes adultes et aussi aux hommes. Donc on essaie de toucher tout le monde. Il y a une mise à disposition de l'expertise avec l'écriture de guidelines pour les professionnels. Et puis, depuis 2008, on a créé le réseau des stratégies concertées qui permet de mettre ensemble les différents acteurs du social, de la justice, de l'éducation. Le GAMS est présent à Bruxelles, son siège social, mais il y a aussi 2 antennes à Namur et à Liège, et puis des permanences à Anvers, Gand et Verviers.
L'ASBL Intact a été créée en 2009. C'est une association composée de juristes et leur but est vraiment tout ce qui est protection nationale et protection internationale. Donc tout ce qui est la recherche et développement d'outils juridiques, un plaidoyer en défense des droits des femmes exposées aux mutilations génitales et au mariage forcé, et puis tout un volet comme le GAMS de formation. Donc souvent GAMS et Intact s'associent pour les formations pour les professionnels. Quelles sont les raisons invoquées pour la perpétuation de l'excision? C'est une question qui revient souvent. On pourrait passer, je pense, deux jours pour voir tous les aspects socio-anthropologiques, mais voilà les principales raisons que je vais vous citer maintenant. Donc il y a d'abord tous les mythes autour du clitoris. On pense souvent que le clitoris a des pouvoirs, que par exemple si la tête d'un bébé à l'accouchement touche le clitoris, le bébé va mourir, que si le pénis de l'homme au moment du rapport sexuel touche le clitoris, l'homme va devenir impuissant. Donc voilà, le clitoris, il y a plein de mythes. On pense aussi qu'il va grandir et parfois on dit à la petite fille, tu as quelque chose de sale qui pend entre tes jambes, donc elle va se nettoyer, elle revient et sa grand-mère lui dit non, tu es toujours sale tant que tu ne seras pas coupée. On retrouve aussi le côté esthétique, donc surtout en Somalie, Djibouti, là où on pratique l'infibulation. On pense en fait que le sexe d'une femme, qu'est-ce qui est beau? C'est d'avoir un sexe qui est lisse, qui est épilé. Donc la plupart des dames, voilà, ont le sexe complètement épilé, fermé, et on pense qu'une femme, voilà, belle, c'est une femme qui a au niveau de son sexe, qui est un sexe complètement lisse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra travailler aussi quand on va proposer la désinfibulation, puisque les femmes vont croire qu'elles sont sales, qu'elles sont ouvertes, parce qu'elles ont ce côté-là, que c'est plus esthétique d'avoir un sexe fermé. Il y a aussi tout ce qui est la religion. Donc ça aussi, c'est très important à savoir, c'est que même si on ne retrouve rien dans le texte de la Bible ou du Coran, et que l'excision remonte 2 ou 3 000 ans avant Jésus-Christ, et que c'est vraiment basé sur la tradition, et pas sur la religion. Il y a certaines religions comme l'islam qui vont en fait, où on va trouver des imams qui vont prêcher en disant voilà, une femme musulmane peut aller faire sa prière si elle est excisée, sinon elle ne peut pas faire ses ablutions. Et donc là, c'est vraiment très important dans les mouvements de lutte contre l'excision de trouver des leaders religieux qui peuvent casser cette idée fausse en disant voilà, on a lu le Coran pour vous, il n'y a rien, il n'y a aucune recommandation religieuse pour exciser. Et c'est pour ça qu'on retrouve à la fois des chrétiens, des animistes et des musulmans qui excisent. Il y a aussi des raisons économiques à l'excision, puisque les mutilations génitales féminines, c'est un passeport pour le mariage. La femme, elle a plus de valeur sur le marché du mariage, parce que parfois la femme n'est qu'un objet. Elle peut être mariée pour éponger la dette du père. Donc le père s'est endetté, il n'a pas d'argent et il va vendre, il va donner sa fille en mariage. Et elle a plus de valeur si elle est excisée, si même elle est infibulée. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi des cas de réexcision. Il y a des petites filles en Somalie qui vont écarter les jambes pour faire pipi, ça va se décoller et on va les réinfibuler parce qu'on va leur dire sinon, voilà, on va croire qu'elles ont eu des rapports sexuels avant le mariage et elles ne seront pas mariables. C'est aussi une source de revenus pour les exciseuses. Les exciseuses sont des femmes très importantes dans les villages, dans les communautés et dans les projets qui visent à arrêter l'excision. Il faudra trouver des activités génératrices de revenus pour ces exciseuses. Mais en fait, quand on voit tout ça, qu'est-ce qui reste? C'est qu'on est vraiment sur des violences basées sur le genre. Le but, je dirais, ultime de toutes ces mutilations, c'est de contrôler la sexualité féminine. L'orgasme féminin, ça a toujours fait peur aux hommes. Et alors, c'est une manière de contrôler cette liberté sur les femmes, de contrôler leur accès à la sexualité, contrôler leur virginité. Et l'excision est dans un continuum de violence. Donc c'est comme la première violence avant celles qui vont suivre. Donc souvent les filles peuvent être excisées à 5 ans, à 6 ans, elles vont être mariées de force à 13-14 ans, elles vont subir des violences sexuelles plus tard adultes. Et donc on est vraiment dans un continuum de violence.
Et plusieurs femmes en témoignant disaient « Le jour de mon excision, j'ai perdu mon enfance. J'ai tous mes idéaux, tous mes rêves d'aller à l'école, d'avoir un travail, d'être quelqu'un d'important. Non, je savais déjà, voilà, je suis excisée. Après, c'est le mariage qui va m'attendre et je n'aurai pas de choix dans ma vie. » Et je vais maintenant laisser la parole à ma collègue d'Intact, Charlotte Campo, qui présentera les aspects juridiques. Bonjour, je m'appelle Charlotte Campo, je suis juriste chez Intact et je vous parlerai aujourd'hui du cadre juridique. Les mutilations génitales féminines constituent une vraie violence liée au genre qui s'inscrivent vraiment dans un contexte discriminatoire à l'égard des femmes. Au niveau international, on a plein de conventions, plein de traités, etc., qui montrent vraiment bien que aussi l'excision constitue une violation des droits fondamentaux des femmes. Par exemple, le droit à la vie. Parfois, les filles meurent après une excision, ou le droit à l'intégrité physique, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à l'égalité et non-discrimination, bien entendu, la liberté, la sécurité, mais aussi le droit à la meilleure santé physique et mentale. Tout ça, ça se retrouve dans différents traités, différentes conventions. Parfois, ou très souvent même, ces conventions, ces traités sont une fois ratifiés et les États qui ratifient sont juridiquement liés par donc, les dispositions dans ces conventions. Donc vraiment la protection en fait, de tous ces droits qui sont intégrés dans les conventions, dans les traités. On a par exemple au niveau des Nations Unies, on a la Convention contre la discrimination à l'égard des femmes, on a la Convention par rapport aux enfants, etc. Mais aussi au niveau régional, on a pas mal d'instruments juridiques. Par exemple, ici en Europe, on a la Convention d'Istanbul qui mentionne très clairement aussi l'excision dans la Convention. On a aussi, au niveau de l'Afrique, on a le protocole Maputo qui a été ratifié par 38 pays de l'Afrique. Il y en a 15 pays de l'Afrique qui l'ont signé. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une volonté, mais ils ne sont pas encore liés par les dispositions. Il n'y en a que 3 qui n'ont pas encore signé ni ratifié. C'est le Botswana, la Tunisie et l'Égypte. Donc, au niveau politique, on pourrait dire qu'il y a quand même une volonté d'arrêter cette tradition néfaste, comme on dit dans le système Nations Unies. Mais on voit très bien sur le terrain que c'est bien sûr pas encore le cas, au contraire. Ici en Belgique, on a aussi dans le code pénal en fait, une disposition qui va incriminer spécifiquement l'excision même. C'est l'article 409 du code pénal. Qu'est-ce qu'il dit cet article? Il dit toute personne en fait, qui pratique donc l'excision, mais aussi celui qui va faciliter ou favoriser l'excision ou une forme d'excision peut être poursuivie juridiquement. La victime, même si elle accepte, ça ne change rien par rapport donc, à l'incrimination de l'auteur. Les peines vont de 3 à 5 ans de prison, mais avec des circonstances aggravantes pourraient amener jusqu'à 15 ans de prison, par exemple, si la personne en question meurt après l'excision. Les autres circonstances aggravantes sont, par exemple, si la victime est mineure, qui est dans presque tous les cas le cas, mais aussi la gravité des séquelles, s'il y a un but lucratif, etc., ça pourrait consister des circonstances aggravantes. Aussi, la tentative de pratiquer est punissable, donc même aux facilités, aux favorisés, donc même s'il n'y a qu'une tentative, c'est déjà suffisant pour être poursuivi en justice. Il y a une période de prescription pour porter plainte qui va jusqu'à 15 ans à partir du moment où la fille est majeure. Donc, ça peut aller jusqu'à 33 ans.
avant que les événements, les faits sont prescrits. Très important aussi quand l'excision est pratiquée à l'étranger. Les personnes, l'auteur même est retrouvé en Belgique. La Belgique est compétente pour la persécution en fait. Maintenant, on a parlé de tous ces systèmes internationaux, tout le cadre international. Si un pays n'arrive pas à protéger ses filles, il existe quelque chose qu'on appelle le droit d'asile. Il existe une protection internationale. Un principe très important dans le cadre de notre droit d'asile, c'est le principe de non-refoulement. Non-refoulement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un État ne peut pas renvoyer. Donc, si une personne est sur le territoire d'un État, l'État ne peut pas renvoyer la personne à son pays d'origine si on sait qu'elle risque une persécution là-bas. En ce moment, c'est à l'État, là où elle se trouve, la personne, de protéger la personne. Vous voyez dans la Convention de Genève qui est un peu le base de notre droit d'asile, que la définition de ce que c'est une personne réfugiée. Donc, qu'est-ce que c'est l'asile? Qu'est-ce que c'est un réfugié? C'est quelqu'un qui a une crainte fondée de persécution et l'État, donc le pays d'origine, ne peut pas protéger cette personne. On va analyser un peu cette définition. Il doit avoir une crainte fondée, individuelle et actuelle. Ce qui veut dire la personne qui demande l'asile doit craindre une persécution et cette crainte, c'est individualisé. C'est moi, personnellement, qui risque de subir cette persécution. Ça doit être actuel, ça veut dire au moment d'introduire la demande, elle doit avoir cette crainte. Ce qui veut dire qu'elle ne doit pas avoir la crainte au moment de partir de chez elle. Si elle est ici depuis quelques moments et la crainte vient en ce moment, elle demande d'asile au moment de la crainte, c'est aussi valable. C'est important parce que, par exemple, une femme qui vient d'un pays où l'excision, ça se fait, et elle accouche d'une fille, par exemple, cette fille peut avoir une crainte d'excision au cas de retour à son pays d'origine, ce qu'on s'appelle le principe du réfugié sur place. Donc ça aussi, ça constitue une crainte conformément à la Convention de Genève. Un acte de persécution, qu'est-ce que c'est persécution? Il ne faut pas le prendre trop strict, c'est vraiment au sens large. Chaque type de persécution ou chaque type de violence avec une certaine gravité peut constituer une persécution conformément à la Convention. Pas seulement de l'État même, donc pas seulement vertical, aussi horizontal, aussi entre les personnes privées par exemple, pour autant que l'État même ne peut pas garantir la protection de la personne en soi. Donc l'absence de protection effective est très importante dans cette définition. Mais maintenant, pour quelles raisons elle doit avoir cette crainte de persécution? Il y en a pas mal de possibilités, du fait de sa race, sa religion, ses convictions politiques, etc. Aussi l'appartenance d'un groupe social. Dans le cas d'espèce, c'est le fait d'être femme, une violence de genre. Le HCR, donc le Haut Commissariat des Nations Unies, a créé ou a constitué une note d'orientation en 2009 où ils expliquent comment ils voient l'excision, donc les MGF, par rapport à la définition de la Convention de Genève. Vous allez voir dans cette note que l'excision est vue comme une forme de persécution liée au genre, comme on vient de dire. Donc l'HCR confirme cette façon de voir MGF dans le cadre d'asile. Ils vont aussi dire que ça ne doit pas être l'État, mais ce sont aussi des persécutions perpétrées par des personnes privées. Et très important dans cette note,
c'est que l'excision est vue comme une forme de violence continue. C'est pas seulement au moment de l'excision même qu'on expérience une forme de violence, mais ça continue dans la vie de la personne, de la fille, de la femme en question. On lit très souvent, par exemple, des mariages forcés ou des violences sexuelles intrafamiliales suite à l'excision. Et l'HCR dit clairement que l'MGF est considéré comme une forme de violence continue. Maintenant, les juridictions en Belgique ne sont pas liées par ces principes de l'HCR et ne sont pas tout à fait d'accord. Il n'y en a que le Conseil de contention des étrangers, chambre francophone, qui a pris en compte cette forme de violence, de persécution continue et permanente. Dans un dossier de 2014, le Conseil de contention des étrangers néerlandophone n'a jamais pris ce genre de position. Maintenant, qui peut demander de l'asile? Très concrètement, on parle de qui on fait maintenant? On parle bien sûr des femmes intactes qui viennent d'un pays ou d'une ethnie où c'est fortement pratiqué, mais pas seulement eux, aussi leurs filles par exemple, aussi des femmes excisées avec des filles intactes. On parle aussi des personnes qui sont menacées ou persécutées en raison de leur opposition contre la pratique ou leur activisme contre la pratique, le refus d'être excisé ou le refus d'exciser sa fille. Et un autre groupe de personnes qui pourraient demander d'asile, même si c'est très compliqué mais important quand même, c'est les personnes qui ont été excisées et qui risquent une réexcision ou une réinfibulation. Ce n'est pas parce que quelqu'un a déjà subi une excision que ça ne pourrait pas se reproduire. Il y a plein de raisons, plein de situations dans lesquelles une femme se retrouve dans une situation de risque de réexcision ou réinfibulation. Par exemple, si la famille trouve qu'elle n'est pas assez excisée, donc on parle peut-être d'un type 1 et la famille veut que la fille soit excisée type 2 ou 3, elle risque une réexcision. Aussi, la réexcision pourrait se faire chez des filles qui ne se comportent pas très bien selon la tradition ou selon la communauté. On pourrait réexciser une fille à cause de ses comportements. Aussi, on pourrait réexciser une fille comme une peine en tant que sanction. Et bien sûr aussi les femmes qui étaient infibulées, qu'on va désinfibuler ou qui a accouché, après ils pourraient être réinfibulés. Donc dans le contexte de l'accouchement, il y aura aussi très souvent une réexcision ou un risque de réexcision. Avec cette risque de réexcision, il y a un élément très important pour la demande d'asile parce qu'il y a un article dans notre code des étrangers qui dit que s'il y a une présomption d'une nouvelle persécution, il y a un renversement de la charge de preuve. Donc, ils disent concrètement, si la personne a déjà été persécutée, il faut montrer pourquoi ça ne va pas se reproduire. Donc, en cas d'une excision d'une fille, il y a un renversement de preuves et ce serait donc à l'État, au CGRA, de montrer pourquoi ça ne se reproduira pas. Maintenant, comment bien fournir des documents, comment construire un dossier d'asile? Il y a pas mal de questions, il y a pas mal de difficultés pour établir les faits qui sont liés à l'excision. Comment on peut prouver, par exemple, qu'une fille a été mariée de force? Ou comment on peut montrer la violence ou les problèmes physiques s'il n'y a pas nécessairement de traces?
comment prouver la violence psychologique, etc. Ce n'est pas très facile et c'est pour ça aussi que c'est très important que tous les acteurs impliqués autour de cette fille ou de cette femme se réunissent et que c'est vraiment un travail d'équipe. On doit fournir pas mal de documents pour vraiment avoir un bon dossier d'asile. Tout d'abord, il y a bien sûr les recherches des documents officiels, même si c'est très compliqué parfois. Par exemple, pour un mariage forcé, très souvent, ça se fait, ce sont des mariages coutumiers et donc on n'a pas des documents type officiels pour montrer qu'elle a dû se marier de force. Il pourrait par exemple aussi avoir une preuve médicale que ses sœurs ou ses cousines ont été excisées dans certains cas, mais très souvent ce n'est pas le cas, bien entendu. Le plus important très souvent dans la demande d'asile, c'est le récit de la personne même. Au CGRA, par exemple, à l'Office des étrangers tout d'abord. Maintenant, on parle des femmes qui sont traumatisées, qui ont parfois beaucoup de difficultés de parler de quelque chose si intime, si personnel. Donc, c'est très important de bien préparer la dame avant d'aller au CGRA. Ce serait aussi très important qu'un avocat soit présent avec elle pour vraiment indiquer là où la vulnérabilité joue, là où pour sentir la façon dont il déroule la conversation avec le CGRA. Très souvent, il pourrait y avoir des petites erreurs dans son récit ou des imprécisions. Ça ne doit pas porter préjudice à la crainte raisonnable qu'elle a, la dame. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des attestations aussi médicales et psychologiques dans le dossier d'asile. Parce que même s'il y a parfois des petites erreurs dans son récit à elle, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas à risque. Donc, ce sera aussi très important d'avoir des attestations psychologiques ou médicales, par exemple aussi pour justifier des petites imprécisions qu'il a dans le récit, pour montrer aussi que cette confusion peut être résultat d'un trauma antérieur. Aussi, un document de médecin peut montrer le type d'excision que la fille a eue ou le fait qu'une fille est intacte et donc à risque d'une excision. Encore des éléments à fournir dans le dossier d'asile sont des éléments objectifs par rapport à la situation du pays d'origine, par rapport à l'ethnie de la dame ou de la fille, pour montrer vraiment qu'il y a un gros pourcentage, il y a un gros risque que ce groupe vont forcer une excision sur la fille. Dans le site aussi, l'importance de l'information objective sur la pratique et la violence de genre dans le pays d'origine, le fait qu'il faut prendre en compte le profil de la demandeur d'asile et donc prendre en considération la vulnérabilité, l'importance des certificats médicaux, des rapports psychologiques et quand même important de dire quelques mots là-dessus, la bénéfice du doute. Ce n'est pas parce que quelques aspects de ces déclarations ne sont pas très précis qu'elle ne pourra pas avoir un bénéfice du doute. Il y a un article dans le Code d'asile qui dit clairement ça, c'est l'article 48.6. On pourrait dire que l'excision, la mutilation génitale féminine sont une problématique très lourde, très complexe, très intime et personnelle, qu'elles ont un impact énorme tant au niveau médical que psychologique sur la femme tout au long de sa vie, mais aussi sur sa famille, sur son partenaire, dans son couple.
que c'est important d'être proactif dans la conversation, dans le contact avec la femme et son entourage, de donner des informations, d'aborder le sujet avec tact, dans le mot, dans la façon de dire les mots qu'elle utilise elle-même, et de vraiment repérer les signaux qui indiquent qu'une femme est excisée ou que sa fille est à risque de l'être. Je vous remercie.